Cette vidéo m'a pris 7 ans à créer. Elle m'a coûté 8 projets clients qui se sont très mal passés. Tout ça parce que j'avais pas bien compris ce que ça voulait dire voir un business comme un système. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de passer par là, car dans cette vidéo formation, je vous montre ma méthode pour dénicher et lever un goulot d'étranglement dans n'importe quel type de business, dans n'importe quel stade de développement et dans n'importe quelle époque que vous vivez. L'idée derrière cette formation, c'est de vous donner un modèle mental intemporel et universel pour que vous n'ayez plus jamais à comprendre la mécanique derrière la croissance. Mon but, c'est de vous montrer un modèle mental qui est vraiment le fondamental profond de n'importe quelle croissance dans n'importe quel business. Vous me direz à la fin de la vidéo si j'ai réussi à faire ça. La source de clarté dans un business, c'est de toujours savoir quoi faire à un instant donné et de faire quelque chose qui a un impact positif sur le throughput, sur le profit du business. La clé pour la clarté, c'est de savoir identifier le goulot d'étranglement qui est en train de bloquer la croissance de votre business ou celui de votre client. Le goulot d'étranglement, c'est la contrainte principale dans la croissance du business. Le problème, c'est qu'on est très mauvais pour réfléchir en système. On voit souvent le business comme un ensemble de tactiques déconnectées les unes des autres. Un mauvais taux de conversion, c'est à cause d'une mauvaise page de vente. Un mauvais taux d'ouverture, c'est à cause d'un mauvais serveur email. De moins en moins de vues sur les réseaux sociaux, c'est parce que l'algorithme a changé. A implique B. En réalité, le business, c'est pas un ensemble de tactiques déconnectées les unes des autres. C'est un système dynamique dont toutes ses parts sont interconnectées les unes avec les autres. Dans cette vidéo, nous allons voir comment identifier un goulot d'étranglement d'acquisition, de confiance, de conversion et de rétention. Comment identifier la racine du problème. Est-ce que c'est plutôt un goulot objectif ou un goulot subjectif? Et enfin, comment lever ce goulot d'étranglement pour scaler votre business. Ceci est la partie 2 de la formation. Si vous n'avez pas encore vu la partie 1, je vous invite à cliquer sur la vignette qui se trouve ici autour de cette vidéo. Sinon, pas de souci, je vais vous faire un petit rappel de la vidéo 1 en introduction de cette vidéo aussi. Cette vidéo de formation est clairement longue, j'ai voulu aller en profondeur et vous enseigner des concepts business intemporels qui pourront vous aider durant le reste de votre carrière. Comme cette formation est dense en concept, j'ai créé une fiche récapitulative qui reprend tout le contenu de cette formation. Vous pouvez cliquer sur le premier lien en description et vous pouvez mettre votre email pour recevoir la fiche par email. Alors, faites-vous partie de ceux qui consomment des contenus profonds ou alors plutôt des contenus courts? Si vous êtes plutôt du genre à consommer du contenu court, c'est pas par ici qu'il faut aller. Rappel de la pensée systémique partie 1. Dans la vidéo numéro 1, nous avons vu 4 gros points. Premier point que nous avons vu, c'est que nous avons naturellement tendance à voir le business comme un ensemble de tactiques et que c'était un problème car on ne regarde pas l'optimisation globale. On va optimiser un problème local, mettons le taux de conversion, le trafic, créer de meilleurs contenus, créer du contenu avec un watch time plus élevé. Et on ne va pas regarder spécifiquement si cette optimisation-là va avoir un impact sur le throughput global du business. Le throughput, pour rappel, ce n'est pas la mesure du profit, c'est la mesure de rapidité à laquelle l'entreprise est capable de générer de la valeur économique. C'est-à-dire, ça prend en considération la lifetime value des clients. Dire que si on fait plein de profits aujourd'hui, mais qu'à terme, la lifetime value, elle n'est pas énorme, ce n'est pas un throughput élevé. C'est pour ça que c'est intéressant cette mesure, parce que ça ne mesure pas le profit aujourd'hui, mais ça mesure le potentiel monétaire aujourd'hui et futur. Donc, point numéro 2, ce qui bloque la croissance d'un business à un instant T n'est toujours qu'une et une seule chose, c'est ce qu'on appelle le goulot d'étranglement. Il y a toujours un seul goulot d'étranglement principal. Il peut y avoir différents problèmes, mais en réalité, on peut se disperser très très rapidement à essayer de chercher à résoudre tous les différents problèmes. Parce qu'il peut y avoir plein de problèmes différents, mais il n'y a toujours qu'un goulot d'étranglement, c'est-à-dire un problème qui bloque la croissance concrète du business. C'est ça la différence entre un problème et un goulot d'étranglement. L'objectif, bien évidemment, c'est de trouver ce goulot d'étranglement et ensuite le lever. Et lever le goulot d'étranglement, c'est relativement facile une fois qu'on a trouvé le goulot d'étranglement. C'est beaucoup plus difficile de trouver le bon goulot d'étranglement que de le lever. Point numéro 3, on a vu les 4 fondamentaux de croissance et comment voir le business comme un système de 4 composantes très simples, l'acquisition, la confiance, la conversion et la rétention. Et que, en fait, ultimement, le goulot d'étranglement se trouve à l'un de ces 4 niveaux-là. Ensuite, on a vu que la différence entre une contrainte objective et une contrainte subjective. On pouvait par exemple
il y a un piège assez fréquent chez les entrepreneurs de voir le business comme un ensemble de voir le business comme des choses très très objectives. Il y en a qui sont plus dans le biais subjectif. Par exemple, moi je suis plus dans le biais subjectif, mais il y en a d'autres, la majorité à mon avis, est plus dans le biais objectif, à voir le business comme un ensemble de chiffres et de ressources matérielles. La réalité, c'est que bien souvent, les contraintes objectives, je sais pas, par exemple, l'offre qui n'est pas bonne ou le prix de l'offre qui n'est pas assez élevé, ça c'est une contrainte qui paraît objective de l'extérieur. En réalité, la source de ce problème est subjectif. Par exemple, l'entrepreneur a peur. Typiquement, chez les thérapeutes dans le développement personnel, il y a vraiment un problème de masse dans ce marché-là qui est que les gens ont du mal à facturer cher pour leurs prestations, pour leur coaching. Et c'est un problème subjectif parce que c'est une croyance, c'est lié à une croyance limitante. Ah ben non, je ne peux pas facturer 2000 euros pour un accompagnement thérapeutique. Et ça ne se fait pas. Est-ce que c'est une loi universelle? Non, bien sûr que non, c'est une croyance. Donc, dans cette vidéo-ci, nous allons maintenant voir comment dénicher le bon goulot d'étranglement avec des exemples pour chacun d'entre eux. On va rentrer dans les détails de chacun des 4 gros goulots d'étranglement, l'acquisition, la confiance, la conversion et la rétention. On va voir des chiffres, on va voir des statistiques à regarder pour identifier ce goulot d'étranglement. Vous serez l'entrepreneur incroyable, le marketeur irremplaçable si vous êtes en mesure d'identifier le vrai goulot d'étranglement. Parce que vous serez celui qui débloque la croissance dans le business. Et aujourd'hui, dans un business, le but, c'est de faire de la croissance. Donc, si vous êtes celui qui apporte de la croissance, c'est aussi simple que bonjour, vous êtes l'élément précieux du business. Ceci étant dit, nous pouvons commencer pour le chapitre 5, les goulots d'acquisition. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement un goulot d'acquisition et quand c'en est un et quand c'en est pas vraiment un? Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui tombent dans le piège du « Ah ouais, mais j'ai pas assez de trafic, j'ai pas assez de leads à l'entrée, c'est pour ça que je fais pas assez de ventes. » Alors qu'en réalité, ils n'ont pas vraiment un problème d'acquisition, ils ont un problème de conversion. Donc, qu'est-ce qui est un goulot d'acquisition et qu'est-ce qui n'en est pas un? Alors, moi, je me suis rendu compte de la puissance d'un goulot d'acquisition quand j'ai travaillé avec l'entreprise Paradox, donc l'entreprise créée par David Laroche. On avait un funnel avec des publicités où on avait une page de capture et après un upsell directement sur un produit, je sais plus, je pense que c'était 27 euros. Ensuite, on avait une séquence email normale, la newsletter pour tout le monde et après, on avait des lancements sur la liste email. Et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait un taux de conversion qui n'était pas mauvais sur les publicités. On avait 3% de conversion sur nos produits qui étaient mid-ticket, entre 200 et 500 euros. Et qu'on avait un taux de rétention qui était relativement bon, parce que sur les 3%, sur les gens qui avaient acheté nos produits, il y avait 32% des gens qui rachetaient, qui consommaient, qui rachetaient des produits chez nous. Donc le taux de rétention était bon, le taux de conversion était bon aussi, surtout que ça venait du trafic froid, donc c'était pas mauvais. Donc ça voulait dire que la confiance, en théorie, était bonne aussi, parce que ça voulait dire, voilà, on a un bon taux de conversion, beau taux de rétention, donc in fine, la confiance était relativement bonne. Mais on s'est aperçu en analysant un peu les stats de nos pubs qu'on avait un CTR, donc un click-through rate, le taux de clic sur nos publicités, qui était en moyenne de 1,15%. Et en fait, on s'est dit, comme on a des bons taux de conversion et des bons taux de rétention, on va juste essayer d'optimiser les ads pour diminuer le CPM et augmenter le CTR. Et donc c'est ce qu'on a fait, on a fait des nouvelles ads, on a fait plein de nouvelles ads, on a testé on a fait un test, on a fait des nouvelles expériences, on a créé plein de nouvelles ads pour tester et essayer de battre nos winners. Et on est passé de 1,15% de CTR à 2,44% de CTR, ce qui fait bien évidemment, en fait on a quasi doublé le taux d'acquisition et toute chose étant égale par ailleurs, on a doublé notre business sur cette business unit là. Étant donné que le taux de conversion et le taux de rétention sont plus ou moins restés les mêmes. Ce qui est du coup assez intéressant parce qu'en fait, une fois qu'on a un beau taux de conversion, qu'on a un beau taux de rétention, qu'on a un beau taux qu'on a de la bonne confiance, qu'on a un bon système de confiance, en fait, on a un bon système de confiance, de conversion et de rétention, tout ce qu'on a à faire in fine, c'est d'avoir plus de trafic. Et c'est à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là qu'on a un vrai problème d'acquisition. C'est quand les autres goulots d'étranglement sont déjà levés. Ça sert à rien non plus. En fait, c'est assez tricky parce que parfois on peut se dire, ouais, mais attends, mais je fais d'abord le trafic ou d'abord la conversion? Et puis après, quand on dit qu'on fait d'abord la conversion, on est en mode, mais mec, ne suroptimise pas ta page de vente si tu as zéro trafic.
Et en fait, c'est toujours un espèce de truc, c'est toujours un espèce de, c'est par étapes en fait. Quand tu commences au tout début, eh bien évidemment, ça sert à rien de faire une page de vente ultra optimisée parce que t'as pas de trafic. Donc il vaut mieux avoir un peu de trafic, parler avec les gens au téléphone et essayer de vendre une première offre au téléphone. Ça, c'est le funnel le plus minimaliste que tu puisses faire et c'est la meilleure façon de tester ton offre quand tu débutes. Bah, une fois que tu as fait ça, une fois que tu as testé ton offre, bah, une fois que tu as compris un peu les besoins clients, bah, tu peux passer à l'étape suivante. Tu peux commencer à faire un funnel minimaliste et donc faire une page de vente minimaliste avec peut-être un upsell ou deux minimalistes aussi et commencer à soit créer du contenu, soit faire de la publicité. Et à ce moment-là, tu peux voir du coup avec le peu de trafic que tu as, parce que Facebook il va rapidement mettre ta publicité devant les très bonnes personnes au début. Et donc en fait, si au début tu convertis pas, c'est qu'il y a un problème de conversion. Si par contre au début tu convertis très bien, ben en fait tu peux augmenter le budget publicitaire. Et donc c'est là que je veux dire que ça sert à rien de suroptimiser la conversion si tu n'as pas assez de trafic, mais ça sert non plus à rien de passer trop de temps à faire le trafic si tu n'as pas de conversion. Voilà, donc en fait, c'est toujours un base communicant. En fait, tu commences par là, puis tu te rends compte que là, c'est pas assez, donc tu augmentes un petit peu, et donc tu augmentes après un peu, puis après ça, puis après ça. C'est pas en mode on va faire que de la conversion, ou conversion, et puis après on a zéro trafic, on va faire full trafic. Non, c'est par étapes, quoi. C'est d'abord un peu conversion, donc d'abord un peu trafic, puis après conversion, puis après trafic, puis conversion. Pour faire simple, mais en fait, c'est avec les quatre composantes, quoi. En même temps, c'est comme en train de mixer un son, bah, vous avez les différentes fréquences, quoi. On n'augmente pas tout en même temps, on augmente petit à petit. Voilà. Alors, quels sont les quatre types de goulots d'acquisition concrètement? Il y a quatre, moi j'ai identifié quatre grands types de goulots d'étranglement. Au niveau de l'acquisition, si vous en détectez d'autres, je serais super curieux d'avoir votre avis en commentaire et que vous me disiez concrètement quels sont les autres types de goulots d'acquisition que vous voyez. Alors, premier goulot d'acquisition, c'est clairement un problème de ciblage. Les symptômes sont des mauvaises conversions et des personnes non qualifiées dans notre funnel. Donc mauvaise conversion sur la conversion après. Bien entendu, c'est difficile à mesurer. En fait, le problème de ciblage, c'est un problème qui peut se détecter assez rapidement en termes de conversion opt-in. S'il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de clics sur vos publicités ou sur votre contenu sur les réseaux sociaux, mais qu'une fois qu'ils arrivent sur la page de capture, eh bien, ça ne convertit pas, c'est qu'il y a clairement un problème de ciblage. Un autre symptôme qui pourrait avoir lieu, c'est que peut-être que les gens cliquent, peut-être que les gens s'inscrivent, et donc là c'est encore plus tricky, mais que in fine les gens n'achètent pas, et c'est pas nécessairement parce que vous n'avez pas un problème de confiance ni un problème de conversion, c'est juste que votre positionnement à la base dans le contenu qui a attiré la personne dans votre funnel était juste mal positionné, ce qui fait que la personne qui est entrée dans votre funnel, elle n'est pas la bonne personne pour acheter votre produit. Mais du coup, le problème c'est qu'elle s'est quand même inscrite et elle est quand même rentrée dans votre funnel. Typiquement, ça peut être j'ai un client, Maï, qui a eu exactement cette situation-là. En fait, il a vraiment ciblé le mauvais persona qui était, en fait, il a ciblé le bon persona en termes de problème. Il a attiré plein de personnes, il a eu plein de conversions, il a eu plein d'acquisitions. Donc en fait, il avait une chaîne YouTube sur la mémorisation et il a eu plein de leads en fait grâce à cette chaîne YouTube. Il a eu plus de 40 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, il a capturé plein de leads et in fine, ces leads, en fait, ils achetaient très peu. Il ne comprenait pas pourquoi. Il a essayé plein de produits différents, plein d'offres, machin. Il a essayé de faire des appels, il a essayé de faire du coaching, etc. Et au bout de 5 ans, il n'en pouvait plus. Ça marche. Il vivotait toujours entre 1500 et 2500 euros. Et il a essayé de comprendre et finalement, il s'est rendu compte qu'en fait, la majorité de son audience, ce sont des étudiants. Et donc, c'est clairement des gens qui peuvent bénéficier des techniques de mémorisation pour leur situation. Donc, c'est clairement des gens qui ont un problème douloureux. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils n'ont tellement pas assez d'argent, le pouvoir d'achat est tellement petit que c'est extrêmement difficile de vendre à ces gens-là. Et donc, c'est là que je veux dire que le mauvais positionnement, il part de là aussi. Le mauvais persona, c'est clairement un problème pour des entrepreneurs. Ça peut être aussi en termes de proposition de valeur qui n'est juste pas claire. Par exemple, j'aide les entrepreneurs à développer leur business, ce n'est pas assez spécifique. Quel type d'entrepreneur? Comment est-ce que tu aides concrètement à développer son business? Il y a tellement d'entrepreneurs différents.
avec tellement de stratégies différentes que tu as intérêt à spécifier ces deux éléments-là pour être beaucoup plus spécifique. J'aide les gens à se remettre au sport. Pareil, les gens, c'est qui les gens? Est-ce que c'est les mamans, les jeunes mamans qui viennent d'avoir un enfant? Est-ce que c'est les personnes au-dessus de la soixantaine? Est-ce que c'est les étudiants? Est-ce que c'est les jeunes cadres dynamiques dans les entreprises? Est-ce que voilà, il y a tellement de personas différents. Est-ce que c'est les nomades digitaux à Bali? Enfin voilà, tu vois, tellement de. Je dis ça parce que je suis à Bali. Il y a tellement de personas différents pour une proposition de valeur. Et se remettre au sport, c'est pas nécessairement quelque chose qui est désirable. Pas nécessairement quelque chose qui est ok, je veux me remettre au sport, mais pourquoi? Pour avoir un bon. C'est quoi le résultat que tu cherches derrière? C'est être en bonne forme physique, c'est avoir de l'endurance, voilà, être en bonne forme, se sentir bien. Est-ce que c'est perdre du poids? Voilà. C'est chaque fois des résultats différents. Audience trop large ou trop restreinte. Voilà, vos contenus ou vos pubs sont trop larges. Elles parlent à trop de gens différents et donc c'est pas assez niché, c'est pas assez spécifique. Donc l'engagement en termes sur vos publicités n'est pas assez bon. Mauvais choix de plateforme, ça peut être aussi simplement faire du contenu sur TikTok alors que vous êtes une entreprise B2B. Bon, à part ça, voilà. Normalement, c'est pas le genre de problème qui arrive régulièrement. Maintenant, ça peut arriver que dans certains cas, typiquement, moi j'accompagne les copywriters et je vois pas mal de copywriters se mettre sur les plateformes de freelancing type Malte ou ComeUp en espérant trouver des clients là-dessus. Le truc, c'est que les peu de clients qu'ils récupèrent, c'est des petits clients qui cherchent des petites missions vraiment pour pas cher. C'est très difficile de percer là-dessus. Et les clients qui viennent sur cette plateforme-là sont généralement des clients qui n'engagent pas sur du très long terme. Du moins, c'est l'expérience que les copywriters que j'ai accompagnés ont eu. Et donc ça, c'est un problème de plateforme, clairement, parce que tu te retrouves dans un mauvais nid à prospects, et c'est un nid à prospects qui n'attire pas les bons clients. Voilà pour le problème de ciblage. Le deuxième problème fréquent dans les goulots d'étranglement d'acquisition, c'est clairement problème d'engagement publicitaire ou de contenu. Et là, ça peut très bien se voir au niveau organique, ça peut se voir en termes de taux de clic, CTR, et en termes de watch time sur vos contenus. Voilà, si vous avez des mauvaises pubs, du mauvais contenu sur YouTube, mettons votre CTR est assez bas, watch time est assez bas, c'est que votre contenu peut être plus pertinent. Vous devez faire plus de recherche sur la psychologie de votre persona pour comprendre qu'est-ce qui l'intéresse vraiment. Il y a un monde de différence entre un contenu intéressant et un contenu brûlant. Je suis bien placé pour le savoir. Ça fait 5 ans que je fais du copywriting. J'ai fait plein de contenus intéressants. C'est cool, c'est chouette, c'est kiffant pour l'ego, mais ça vend pas. Ça vend pas, ça crée pas de réaction émotionnelle. Tout simplement parce que ouais, c'est cool, c'est nice to have. Mais un contenu qui est vraiment brûlant, c'est un contenu qui vient taper dans un trigger émotionnel tellement fort que la personne se dit waouh, comment c'est possible que cette personne sache lire dans ma tête à ce point-là. C'est ça un contenu brûlant. Voilà. Clairement, par exemple, en contenu payant, les symptômes sont le coût par clic élevé. Ça peut être un mauvais ciblage ou des enchères mal gérées sur le business manager. Pas assez de leads. Publication irrégulière, ça c'est pour le contenu payant, contenu gratuit. Et publication du contenu non pertinent. Ça, c'est un truc qui est hyper intéressant. Ça, c'est encore un trick. C'est pas dans le contenu payant du coup, mais bref. C'est un truc, c'est une expérience qui était hyper intéressante. C'est Alex Hormozy qui a créé du contenu pendant 4 ans, genre sur toutes les plateformes, et il a fait plein de contenus différents. Clairement, au début, c'était surtout business, et petit à petit, il a lancé d'autres types de contenus un peu plus mainstream, du genre sa relation avec Leïla, etc., pour faire plus de vues. Et en fait, il s'est rendu compte que les gens kiffaient de fou ces vidéos sur ses relations avec Leïla, et sur le mindset, sur le lifestyle de l'entrepreneuriat. Les gens kiffaient de fou, ils commentaient sur ces vidéos en mode ouais, j'adore trop ce que tu fais, nanana. Et ils faisaient plein de vues. Et en fait, il a fait une expérience de 30 jours où il a arrêté tous les contenus de mainstream et il s'est concentré uniquement sur les contenus business, très deep. Et il a remarqué que le nombre de candidature à son programme d'investissement et le nombre de ventes de ses livres ont augmenté, même s'il faisait moins de vues.
comme ces contenus business étaient beaucoup plus spécifiques, il y avait tout simplement moins de vues, mais au final, ça crée plus de confiance, plus d'intérêt pour les bonnes personnes, pour ces clients idéaux. C'est une leçon assez simple dite comme ça, mais c'est extrêmement fou parce qu'il a dépensé des millions d'euros pour ses contenus. Et la psychologie humaine, elle fait que c'est extrêmement dur de sortir de ce genre de métriques. Tu vois, tu as des vues, tu as des likes, tu as des commentaires, tu te dis YouTube est vraiment fort pour te rendre accro à créer du contenu qui fait des vues. C'est extrêmement dur après de sortir de ce schéma-là et de te dire en fait ça ne sert à rien pour mon business. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais ce genre de sujet-là n'augmente pas le throughput global de mon business. Donc ça ne sert à rien d'un point de vue business. Si après d'un point de vue personnel et tout ça vous intéresse, il n'y a pas de souci, tu vois, mais d'un point de vue business, faut bien comprendre que c'est pas toujours pertinent de parler de tout et n'importe quoi. Ça ne l'est jamais. Donc, étude de cas super intéressante. Vous pouvez aller voir la vidéo sur sa chaîne YouTube, c'était super intéressant. Du coup, pour rappel, ouais, vous pouvez cliquer sur le lien, vous pouvez récupérer le lien avec la fiche gratuite de toute la formation en cliquant sur le premier lien en description dans la vidéo ici. Un autre symptôme, c'est le bounce rate élevé. Voilà, si vous avez une mauvaise correspondance entre votre annonce et votre page de capture, eh ben, c'est clair que vous allez avoir un bounce rate élevé. Et ça, c'est la preuve que votre contenu ou votre pub n'est pas en harmonie avec votre page de capture. Problème technique ou UX. Voilà, un truc assez classique, assez basique, mais assez fréquent tout de même, c'est que voilà, les landing pages peuvent être tout simplement mal optimisé, c'est moche, c'est pas clair, c'est trop long, c'est design pas bien positionné et ça donne pas du tout la crédibilité à la page de capture, formulaire trop complexe, trop de friction ou simplement le site est trop lent, mal optimisé pour le mobile. Voilà, troisième problème assez clair, assez straight to the point, vérifiez ça quand même, c'est toujours pertinent évidemment de regarder ça. Quatrième problème, pardon, ça c'est un problème important, problème d'attractivité du lead magnet. L'acquisition, c'est le trafic fois la capture fois une offre en fait. C'est une première offre d'appel. Amener du trafic vers son site web qui ne capture pas les leads, c'est pas nécessairement intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de capturer des leads. Et un lead, c'est quoi? C'est une personne qu'on sait contacter. Selon la définition d'Alex Hormozy dans son livre 100 million leads, un lead, c'est une personne qu'on sait contacter. Aussi simple que ça. Donc, vous avez envie de capturer leurs informations de contact. Pour faire ça, eh ben, on va proposer un lead magnet, une offre d'appel, que ce soit payant à quelques euros ou gratuit carrément. Eh bien, il y a trop de gens qui bypassent ce truc-là en se disant c'est pas si important que ça, c'est pas très. Voilà, si je fais un petit lead magnet, je fais un petit guide PDF et basta. Non, en réalité, un lead magnet, ça doit être quelque chose au plus c'est attractif, au plus c'est puissant émotionnellement, au plus la personne aura envie, au plus le taux de conversion de la capture va être grande et au plus la confiance va augmenter. Mais ça, c'est pour un problème pour le goulot sur la confiance. Donc, il faut que le lead magnet soit différenciant. Il faut que le lead magnet ait une valeur perçue élevée. Ne faites plus du e-book ou des PDF aujourd'hui, en 2025 et après. C'est plus la valeur perçue derrière ça n'est pas terrible. Mauvais copywriting sur la page de capture. Voilà, la clarté du message, pas assez de curiosité sur la page de capture simplement. Alors en conclusion, si votre acquisition ne fonctionne pas, posez-vous ces questions. Est-ce que le ciblage cible la bonne audience à travers le bon canal? Est-ce que mes annonces attirent les bonnes personnes? Est-ce que mon copywriting et UX sont bien optimisés? Est-ce que mon lead magnet est-il vraiment irrésistible? Pour que ce soit irrésistible, il faut que la valeur perçue de votre lead magnet soit tellement grande que la personne se dise c'est un no-brainer, je veux avoir ce lead magnet. Par exemple, un lead magnet / produit d'appel que j'ai fait qui fonctionne très bien, c'est pour les copywriters qui cherchent des clients. J'ai récupéré mes 9 meilleurs emails de prospection qui m'ont permis de signer des missions entre 1500 euros et 10 000 euros en mission de copywriting. Donc en fait, j'ai simplement trouvé des clients avec la prospection email personnalisée. Et en gros, je donne mes emails de prospection gratuitement, enfin pas gratuitement, du coup c'était pour 7 euros, 3 fois rien,
pour ces clients-là. Et donc, ça m'a permis, pour ces copywriters-là. Et donc, ça m'a permis d'attirer plein de copywriters qui étaient formés, qui voulaient du coup être accompagnés pour développer, trouver leurs premiers clients et développer leur carrière avec moi. Les KPI pour identifier le bon goulot d'acquisition. Alors, le KPI macro à regarder pour l'acquisition, c'est clairement le coût par lead. Combien vous coûte un lead? C'est ça, ce chiffre-là qui est le plus important pour l'acquisition. Parce qu'in fine, si vous avez beaucoup de trafic sur votre page de capture, ou beaucoup de vues sur vos réseaux sociaux, mais que vous avez un coût par lead qui est assez élevé in fine, bah ça ne sert à rien. Et quand je parle de coût par lead, c'est pas nécessairement par publicité, ça peut être aussi par contenu, parce qu'en fait vous allez passer du temps à créer du contenu et ce temps-là, ça a de la valeur monétaire. Donc vous pouvez, c'est un peu plus compliqué à calculer, mais idéalement vous devriez calculer le coût par lead aussi bien en contenu payant qu'en contenu organique. Alors, pour faire un peu un benchmark, voilà, pour un coût par lead en marketing digital, ça peut aller entre 5 à 25 euros. Bon, c'est des fourchettes assez grandes, mais clairement dans le marketing digital, c'est plus cher que la moyenne. Développement personnel, c'est entre 3 et 15 euros. Fitness et perte de poids, c'est entre 1,5 et 8 euros. Coaching et relations amoureuses, c'est entre 4 et 12 euros. E-commerce et SaaS, c'est entre 2 à 10 euros. Voilà, pour vous donner un peu un ordre d'idée, un coût par lead, combien ça coûte. Ensuite, ben voilà, une fois que vous avez identifié le coût par lead comme étant très bas, vous avez donc identifié que le goulot d'étranglement se trouve au niveau de l'acquisition, et ben vous allez rentrer dans le micro, vous allez regarder les KPI publicitaires, les KPI contenu et les KPI de capture pour rentrer dans le détail clair et net de où se trouve le vrai goulot d'étranglement. Voilà, vous allez regarder le CTR, est-ce que c'est au niveau du CTR que ça pose problème, est-ce que c'est au niveau du coût par clic, peut-être que vous êtes mal positionné sur le Facebook Ads Manager. KPI de contenu, est-ce que vous avez beaucoup d'impressions? Est-ce que vous avez beaucoup de vues? Est-ce que vous avez beaucoup de consommation du contenu? Est-ce que vous avez beaucoup de watch time, des likes, des commentaires? Est-ce que vous avez des CTR sur le lien dans vos contenus? Tout ça, ce sont des micro KPI à regarder pour comprendre vraiment l'origine du problème. Sur la capture, vous avez le taux de conversion sur la landing page, le taux d'abandon du formulaire. Vous pouvez regarder ça avec Google Analytics ou le GTM pour montrer les différentes étapes du funnel. Taux de rebond sur la page de capture également. Voilà, vous pouvez aller regarder en détail en téléchargeant la fiche, cette fiche-ci, si vous voulez avoir plus de détails sur les types de KPI à regarder. C'est tout pour le goulot d'étranglement d'acquisition. On va maintenant passer au chapitre 6, le goulot de confiance. Chapitre numéro 6, les goulots de confiance. Alors qu'est-ce que c'est concrètement un goulot de confiance? Parmi les 4 types de goulots, c'est clairement le goulot qui est le plus difficile à détecter parce que c'est celui qui est le moins facilement mesurable. Dans l'acquisition, c'est facile, on a le trafic, le taux de conversion, le taux de capture qui font partie des mesures très objectives de la capture, de l'acquisition. En termes de conversion, on a le taux de conversion, le panier moyen, etc., qui sont des mesures très objectives de la conversion. En termes de rétention, un peu plus compliqué quand même parce que c'est plus compliqué de mesurer la rétention d'un client, mais on peut quand même mesurer en fonction des tags. Ah, ce client-là, il a acheté en première fois à ce jour-là et combien de fois il a racheté. En fait, on peut calculer le taux de rachat d'un client. C'est aussi relativement simple à mesurer. Par contre, le goulot de confiance, c'est un peu plus compliqué à vraiment savoir si c'est vraiment un problème de confiance ou un problème de conversion ou d'acquisition. Parce que la confiance, voilà, en fait, c'est quelque chose qui est assez intangible. Il faut creuser. Généralement, ce que je fais, en fait, c'est que je vais téléphoner avec les prospects pour voir un peu pourquoi est-ce qu'ils ont été, pourquoi ils n'ont pas acheté un produit, pourquoi ils n'ont pas effectué une certaine action. Et typiquement, j'ai un ami, Anis, qui travaille avec une entrepreneuse, Lorraine, qui font un business d'accompagnement dans la perte de poids pour futurs mariés. Donc déjà le positionnement, moi je trouvais ça exceptionnel. Perte de poids pour futurs mariés. Futurs mariés, il y a l'urgence qui arrive dans 6 mois. Voilà, j'ai le mariage qui arrive dans 6 mois. Ben, tu as envie d'avoir l'air belle pour ton mariage, d'avoir des belles photos, des chouettes photos, d'être en forme pour ton mariage. Donc il y a vraiment un problème douloureux et urgent, donc c'est reconnu. Donc c'est vraiment super comme positionnement. Donc voilà, moi je me suis dit, allez, ça va marcher de ouf. Ils ont fait un VSL funnel, publicité, page de capture.
page de vidéo de vente, donc c'est VSL. Et ensuite, une fois après les 10 minutes de vidéo de vente, il y a une possibilité de réserver un call pour un appel de vente avec Lorraine. Le truc, c'est qu'ils avaient un taux de conversion très 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 mauvais sur le taux de vente, taux de conversion au téléphone. Ils avaient 9% de taux de conversion. Et en fait, en cherchant un petit peu, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas assez de crédibilité autour de Lorraine. Les gens qui avaient Lorraine au téléphone étaient en mode oui, ok, c'est cool, mais t'es qui? Pourquoi est-ce que je devrais te faire confiance? Ils le disaient pas comme, elle le disait pas comme ça, bien évidemment, mais c'était un peu il y avait un peu toujours ce truc de oui, je verrai peut-être plus tard, je verrai, pourquoi pas, mais on verra. Et donc, ils ont fait un truc, ils ont testé un truc, ils ont entre la prise de rendez-vous. Parce qu'en fait, la prise de rendez-vous était très bonne, hein. Ils payaient 15 euros par calendrier, donc ce qui est 15 euros par call, ce qui est vraiment exceptionnel. Non, un peu moins, un peu plus, parce que du coup, il y a le show après qui est un peu, qui est plus bas. Euh, Bref, ils faisaient du coup, ils avaient un très bon taux un très bon coût par call. Par contre, le taux de conversion était très mauvais, donc ils ont testé de mettre des choses entre le calendrier, la réservation et l'appel pour préchauffer les leads. Ils ont mis des vidéos, du coup, d'études de cas qui présentent des exemples de transformations que Lorraine a permis de créer chez des futurs mariés. Et en fait, ces personnes qui du coup regardaient ces études de cas avaient été beaucoup beaucoup plus motivées de passer à l'action durant l'appel, ce qui faisait ils sont passés de 9% de taux de conversion en appel à 17% de taux de conversion en appel. Donc ils ont multiplié quasi par 90% leur business simplement avec une petite automatisation et une petite vidéo. Comme quoi, quand on identifie le bon goulot d'étranglement, c'est vraiment puissant comme résultat in fine. Et soit dit en passant, 17%, il y a même encore moyen d'optimiser le taux de conversion. Ils sont d'ailleurs même peut-être probablement à plus maintenant. Je pense qu'elle a travaillé énormément son script de vente. Et maintenant, voilà, je sais maintenant qu'elle est passée. Au moment où je vous dis ces chiffres, elle était plus ou moins à 4-5 000 euros par mois. Aujourd'hui, j'ai récemment parlé avec Anis, ils sont à 50 000 euros par mois. Donc c'est assez exceptionnel comme quoi un business, ça peut être assez simple, hein, in fine. Alors, 4 types de goulot de confiance. 5 types, pardon. Les 5 types de goulot de confiance, on a, premier type, c'est la récurrence et la continuité insuffisante de, de- d'éléments de confiance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Éléments de confiance, c'est typiquement le contenu. Ça peut être du referral, ça peut être des clients qui parlent à vos prospects, à d'autres gens de vous, ça c'est un élément de confiance. Une vidéo en ligne que vous allez mettre, voilà cette vidéo-ci, moi mon but de cette vidéo c'est partager ce que je connais et en même temps de vous inspirer confiance pour vous donner envie de travailler avec moi. Voilà, donc typiquement le premier problème c'est simplement la récurrence et la continuité des éléments de confiance. Donc, ça va être simplement la récurrence, la fréquence à laquelle vous publiez du contenu sur les réseaux sociaux. Euh, soit dit en passant, les réseaux sociaux, aka le branding, c'est la meilleure façon long terme de réussir sur Internet. Si vous faites que du business direct marketing avec de la pub, ça, tôt ou tard, vous avez intérêt à passer au modèle du contenu. Parce que tôt ou tard, ça va cracher au bout d'un moment. Récurrence et continu. Enfin, oui, c'est un raccourci assez rapide ce que je dis, mais en gros, c'est beaucoup plus durable de faire du branding via du contenu. Et donc, ça participe évidemment à la confiance et donc ça participe aussi à l'acquisition payante parce que ça vous permet de convertir beaucoup plus facilement des gens qui vont taper votre nom sur Internet, sur YouTube, sur les réseaux sociaux et qui vont voir votre contenu. Et ils vont avoir beaucoup plus confiance en vous quand ils vont voir votre contenu et donc vont probablement plus facilement acheter grâce à la pub parce qu'ils sont venus par la pub, mais en fait ils ont été convaincus grâce à votre contenu, grâce à la confiance que vous avez transmise à travers votre contenu gratuit. Deuxième type de goulot, c'est le lead magnet qui a un faible impact ou un faible engagement, qui a une faible expérience client au terme de lead magnet. Troisième problème, c'est le manque de profondeur et de différenciation dans le contenu. Donc vous pouvez faire du contenu assez régulièrement, mais finalement votre profondeur et votre différenciation sont assez faibles.
sont pas terribles. Vous êtes juste une énième personne qui parle de business, une énième personne qui parle de perte de poids. Et donc au final, on se dit bah, pourquoi, qu'est-ce qu'il a d'intéressant à dire lui? Et donc en fait, vous êtes tout simplement même pas mis en avant par les plateformes parce que votre contenu n'a pas d'engagement suffisant. Le design et l'expérience, ça c'est un truc aussi, bah, simplement votre design sur votre espace virtuel. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous avez un site web avec des boutons rouges éclatants et avec des pop-up qui sortent dans tous les sens et qui n'inspirent pas du tout confiance, même si vous avez du très bon contenu, votre confiance elle est un peu érodée et donc ça peut impacter vos ventes. Une identité visuelle inconsistante, une UX confuse, mauvaise lisibilité et navigation, bah ça c'est le B à bas, il faut que ce soit clair, évident, simple. Problème technique, bien entendu, ça aussi c'est des problèmes. Friction dans la consommation du produit, ne pas se souvenir où se retrouve le lien de la formation. Ouais, exemple tout con, bah, moi j'ai plein de gens qui m'envoient des messages, oh, c'est con quand le lien de ta formation, nanana. C'est con, tu vois, tu te dis putain, c'est juste ça le problème. Et en fait, ouais, il faut que les gens retrouvent facilement le lien de la formation, d'accès à la formation pour la consommer. Sinon, ils savent juste pas la consommer. Donc parfois, c'est vraiment les problèmes les plus basiques qui sont les plus gros problèmes. Et c'est pas parfois, c'est 80, 85, 89%, 90% du temps, c'est ces problèmes basiques qui sont juste pas résolus en fait. Les premiers principes, hein, c'est vraiment toujours la question des fondamentaux. Cinquième problème, absence d'interaction directe et relations humaines. Voilà, bah, vous pouvez sonner un petit peu de façon très robotisée parce que vous avez des emails automatisés, vous n'avez pas d'interaction directe avec les gens. Ce qui peut augmenter la confiance, évidemment, c'est de faire des lives, des questions-réponses, du coaching en présentiel, en direct, créer des emails interactifs qui demandent des échanges, faire participer l'audience pour en fait ne pas créer une audience, mais créer une communauté. Et ça, il y a vraiment une différence énorme. J'ai travaillé avec Jean-Michel Cornu, oui, c'est Jean-Michel Cornu, un expert en communauté. Donc, on a fait ça en partenariat avec Elliott Meunier. On a créé la formation Atomic Community. Et en gros, ce qu'il dit, Jean-Michel, c'est que la différence entre une communauté et une audience, c'est que l'audience, en fait, on est à one to many. On est un seul, on est le pilier central de l'audience et on communique un message à tout le monde, mais qu'il n'y a pas d'échange entre les membres. Une communauté, c'est many to many. Dire qu'on va y avoir tous les membres de la communauté qui vont pouvoir engager avec chacun des membres de la communauté. Ce qui crée beaucoup plus de liens, beaucoup plus de richesse, qui crée une vraie économie et pas juste une espèce de relation asymétrique entre le gourou et son audience. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui crée de la confiance évidemment. Si vous avez créé une communauté autour de votre nom, autour de votre marque, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Mais ça, voilà, le plus important c'est clairement la récurrence et la continuité de création de contenu. Parce que c'est con, mais c'est juste, il faut faire du contenu régulièrement, quoi. Deuxième point, c'est le lead magnet. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien focus là-dessus. Le lead magnet, euh, par exemple, un symptôme, c'est que vous pouvez avoir beaucoup de leads générés, mais que, in fine, les gens n'ouvrent pas nécessairement leurs emails après l'inscription. Le lead magnet est perçu comme un simple cadeau et non comme une porte d'entrée immersive à l'univers. Donc simplement c'est un petit cadeau vite fait. Et en fait on ne va pas vraiment se concentrer sur le lead magnet parce qu'on veut juste, on n'est pas dry, on n'est pas, voilà, on n'est pas. Le lead magnet ne nous pousse pas à découvrir l'univers du formateur, de l'entrepreneur, de la marque. Faible taux d'ouverture d'email, ça aussi c'est un symptôme d'un lead magnet de mauvaise qualité. Alors, la solution, c'est clairement de travailler l'expérience client pour rendre votre lead magnet exceptionnel ou votre produit d'appel. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que c'est bien trop sous-coté. Le lead magnet est bien trop sous-coté en général pour la plupart des entrepreneurs du web. Ils se disent, vas-y, un PDF, c'est bon, c'est suffisant. Alors qu'en réalité, si vous travaillez votre lead magnet pour créer un vrai aha moment, créer une activation auprès de votre prospect où votre prospect se dit, waouh, j'ai le résultat que je voulais en téléchargeant ou en m'inscrivant à ce lead magnet et j'ai même plus que ça. Vous avez over-deliver. Un point où en fait le prospect va avoir une attache émotionnelle forte avec votre marque
Et du coup, in fine, le résultat, c'est qu'il va probablement être beaucoup plus attentif à vos communications futures et beaucoup plus attentif aux futurs lancements, aux offres que vous allez faire. Et donc, acheter plus, rester beaucoup plus euh, fidèle à la marque, à votre marque. Donc le lead magnet, beaucoup trop sous-coté, travaillez votre expérience client, travaillez le délai de valeur le plus court. Faites en sorte que le délai de valeur soit le plus court possible. Un délai de valeur, c'est quoi? C'est la raison pour laquelle la personne a acheté ou téléchargé votre contenu, votre lead magnet. Il y a un objectif derrière. Il recherche quelque chose. Et ben, l'objectif de votre lead magnet, c'est de donner cette valeur la plus rapidement possible. Typiquement dans les films James Bond, pourquoi est-ce que la première scène, c'est toujours une scène d'action avant même qu'ils aient commencé à faire le générique? On rentre au cinéma, le film commence, poum, scène d'action, des fusils, des balles de fusil dans tous les sens. Pourquoi? Parce que, en fait, les gens qui rentrent, qui veulent qui vont voir un James Bond, ils veulent voir un film d'action. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur donner une bonne grosse scène, une bonne grosse dose d'action dès les premières secondes, dès les premières minutes du film. Et après, ils enchaînent avec le générique qui dure 2 minutes, super long. Et puis après, ils commencent avec une histoire qui n'a généralement pas grand-chose à voir avec la scène d'action du début. Mais en fait, on donne juste la scène d'action du début pour donner aux spectateurs ce pourquoi ils sont venus regarder le James Bond. Une bonne grosse dose d'action et de thrill. Délai de valeur super court. Dans une formation aussi, c'est super fréquent que les formateurs ne donnent pas de délai de valeur court. On va commencer avec des grands discours théoriques sur la raison d'être de machin, de pourquoi, au lieu de donner un micro-exercice super rapide, instantané, qui peut apporter un petit résultat rapide et qui peut donner une sensation de progression à l'élève. Un autre point aussi, une solution, c'est de copyrighter le lead magnet pour casser les croyances limitantes et proposer une offre à la fin parce que trop peu d'entrepreneurs proposent des vraies offres dans leur lead magnet. Un lead magnet, le rôle, c'est deux choses. C'est apporter de la valeur pour créer de la confiance et vendre une offre pour amortir les coûts publicitaires, pour augmenter le panier moyen et pour permettre aux gens qui sont prêts à acheter maintenant d'y aller. Voilà pour les 5 types de goulot de confiance. Alors, quels sont les KPI concrètement à regarder? Paradoxalement, c'est en fait surtout en termes de conversion que ça va se jouer. Bien évidemment, comme la confiance se joue avant la conversion, généralement d'un point de vue macro, c'est en termes de conversion que la confiance va se révéler. Évidemment, la difficulté ensuite, c'est de voir la différence entre est-ce que c'est un problème d'offre, un problème de copywriting, ou est-ce que c'est un problème de confiance. Donc, est-ce que c'est un problème de conversion ou est-ce que c'est un problème de confiance? Pour savoir ça, vous allez creuser dans les détails des KPI micro, c'est-à-dire vous allez regarder l'engagement de votre newsletter, vous allez regarder l'engagement de votre contenu, et vous allez regarder si vous faites des calls, vos stats de call, show up rate, la qualification des leads et la conversion sur vos appels. Voilà pour le goulot d'étranglement sur la confiance. Nous allons maintenant passer au chapitre numéro 7, les goulots de conversion. Le chapitre 7, les goulots de conversion. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement un vrai goulot de conversion? Vous avez un problème de conversion quand vous avez beaucoup de leads à l'entrée, que vous avez beaucoup de personnes engagées sur vos contenus, sur vos newsletters, que du coup vous avez une mesure de confiance qui est relativement bonne, et que quand vous faites des offres, ça ne convertit pas assez, ou simplement ça convertit ok, mais vous voulez pourquoi pas augmenter le taux de conversion parce que vous avez beaucoup de trafic sur ce funnel en particulier. Typiquement, c'est ce qui s'est passé avec l'entrepreneur Louis Key. Il a un funnel VSL où simplement c'est donc publicité sur les réseaux sociaux, opt-in et son YouTube aussi en fait. Il a son YouTube qui amène vers sa page VSL, page de capture. Et là, ça a une VSL de 30 minutes qui donne pas mal de ressources intéressantes, pas mal de contenu intéressant. Et en même temps, il vend son offre, son programme pour Agence 2.0. Donc ensuite, au lieu d'acheter directement la formation, il fait un call
Et ensuite, eh ben, on a la possibilité de prendre un appel avec un de ces closers. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, il a un trafic assez gros, il a un taux de conversion qui est relativement bon de 3%, donc 30 clients par mois en moyenne, ce qui faisait un CA de 30 000 euros par mois. Ben, on s'est dit, ben, pourquoi pas augmenter un peu pourquoi pas tester quelque chose pour augmenter ce taux de conversion, parce qu'en fait, il n'y avait pas encore de séquence email, donc on s'est dit, vas-y, on va créer une séquence email de rappel avec de l'urgence pour augmenter la confiance et favoriser la conversion sur son offre. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que donc simplement, on a gardé le même funnel et on a rajouté 5 emails pour augmenter voilà, simplement en récapitulant le contenu de la vidéo de vente, donc la vidéo de formation, voilà, masterclass, et en proposant et en rappelant le contenu de l'offre et l'urgence de l'offre et pourquoi c'est une offre exceptionnelle. Eh ben, on a passé de 3% de conversion à 4,1% de conversion, eh ben, ce qui fait quand même un ROI de fois 1,31, mais il faut savoir que c'est un funnel qui est en continu, qui capture, qui est evergreen, et donc en fait, in fine, sur l'année, c'est une répercussion énorme, parce qu'on passe de 30 000 euros par mois à 41 000 euros par mois, ce qui fait 11 000 euros par mois supplémentaires, ce qui fait 130 000 euros en plus annuel, simplement par une petite séquence email bien copyrightée. C'est ça la magie du bon copywriting, de lever de nouveau le bon goulot d'étranglement. C'est que si vous avez un funnel avec beaucoup de trafic qui convertit, ok, vous pouvez utiliser du bon copywriting pour mettre ce funnel sous stéroïde et faire péter ce taux de conversion. Il y a une petite optimisation de taux de conversion. Et bien sur l'année, évidemment, ça fait un effet cumulé extraordinairement plaisant sur la fiche de paye, quoi, sur le Stripe. Ok, quels sont les 6 types de goulots de conversion? Eh ben, le premier goulot de conversion, premier problème dans la conversion, c'est typiquement le mauvais positionnement. Comme on l'a vu au début dans l'acquisition, c'est aussi un problème dans le positionnement. C'est quand vous faites des nouvelles offres, vous avez peut-être une audience qui est un peu qui a peut-être plusieurs sous-audiences et ce n'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui ne va pas fonctionner. Donc vous pouvez lancer une certaine offre et avoir un mauvais positionnement. Soit l'audience n'est pas bonne, soit le problème ciblé n'est pas le bon, soit le résultat promis n'est pas suffisamment désirable. Ça, c'est clairement la base de la base, mauvais positionnement. Vérifiez toujours si votre positionnement est clair, désirable, pour un marché qui a un problème, pour une audience qui a un problème douloureux et pour des gens qui ont de l'argent. Deuxième type de problème, c'est simplement une mauvaise offre. Clairement, il y a beaucoup trop d'offres aujourd'hui dans le monde de la formation, de l'accompagnement qui est beaucoup trop générique. Soit l'offre est tout simplement pas claire, ça arrive aussi, simplement le problème de copywriting, de, pour montrer la valeur de notre offre. L'offre, elle n'est pas crédible, sur promesse, elle est trop similaire à d'autres. En réalité, moi je pensais au début qu'il y avait ce côté trop similaire à d'autres et que du coup il y avait un peu une espèce de concurrence et que c'était ça la raison pour laquelle la majorité des business ne fonctionnaient pas. En réalité, c'est pas ça. En réalité, c'est pas parce que votre offre est trop similaire à d'autres, c'est souvent parce qu'elle est juste pas claire ou pas crédible ou simplement qu'elle n'est pas présentée aux bonnes personnes. Que votre audience n'est pas suffisamment qualifiée, mais donc là c'est plus un problème d'acquisition. Et donc en fait, moi j'avais vraiment une tendance à croire que c'est trop similaire aux autres, c'est trop pareil que les autres, machin. Et même si c'est clairement un problème de temps en temps, c'est pas. En fait, si vous avez une audience et que les gens vous aiment pour votre contenu, pour votre profondeur pour votre contenu, vous avez une confiance bien installée, vous pouvez faire un produit qui est relativement similaire à ce qui existe sur le marché. Ça peut très bien fonctionner simplement parce qu'en fait les gens ont une audience, une confiance, une attache émotionnelle à votre marque ou à vous. Message persuasif, pas clair, pas original, pas assez de preuves. Ça, c'est super important, tellement fréquent. Vous oubliez tellement de mettre vos preuves sur votre page de vente. Quand je dis preuves, c'est pas nécessairement des preuves clients, c'est simplement si vous vendez
une formation sur comment faire du copywriting avec la psychologie humaine, bah, vous devez montrer que que le marketing, c'est de la psychologie humaine. Démontrer par des articles scientifiques, par des expériences, par des chiffres, une expérience que vous avez faite entre un copywriting pas du tout axé sur la psychologie et un copywriting très psychologique. Boum, la différence entre les deux. Vous devez mettre des preuves, peu importe si c'est des preuves, pas que des preuves clients, pas que de la preuve sociale. C'est très bien de la preuve sociale, ne me méprenez pas, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres types de preuves et creuser à chaque ligne que vous écrivez sur votre page de vente ou à chaque phrase que vous dites dans votre vidéo de vente, posez-vous la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai, putain de merde? Est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de dire? Est-ce que c'est absolument vrai dans toutes les situations possibles? Pas de big idea. Voilà, une big idea, c'est quelque chose d'excitant, c'est une idée originale. Typiquement, il y a Elliot Meunier qui a lancé récemment sa formation comment créer un univers personnel. Et en fait, c'est une formation sur comment créer un blog. C'est ça qui est extraordinaire. Et pourtant, il l'a vendu comme comment créer son univers personnel avec la technique des Tiny Digital Worlds, où tu vas créer ton petit univers digital et ça va être la source de ton business, c'est la source d'acquisition de ton business. Et en gros, il n'utilise aucun mot business, il n'utilise aucun mot acquisition, trafic, conversion. Non, il n'utilise pas ces mots-là, il utilise vraiment le truc de va créer ton petit univers digital. Et en fait, Elliot, je travaille avec lui, clairement, ses clients, c'est des clients créatifs, c'est des entrepreneurs un peu créatifs, voilà, qui aiment bien ce côté artistique, cet aspect artistique des choses. Et donc en fait, il a une big idea qui est vraiment super intéressante, alors qu'en réalité, il vend juste aux gens comment faire l'information, c'est comment faire un blog avec la plateforme Ghost. Mais il a package sous un format qui est tellement original et excitant qu'en fait, ça donne envie d'acheter, quoi. Mécanisme unique, au lieu de dire, voilà, je vais vous apprendre à faire du copywriting, ou je vais vous apprendre à créer, je vais vous apprendre à perdre du poids, ben, je vais vous apprendre à perdre du poids grâce à l'habitude 3-3-3. Bon, c'est quoi l'habitude 3-3-3? Ben, en fait, c'est une petite habitude super simple qui va te permettre de faire 3 fois du sport pendant 1 minute par jour, et ben, tu vas devenir complètement accro au fait de faire du sport. Et c'est super simple, sans friction. Ça, c'est un mécanisme unique. Le copywriting, au lieu de dire voilà, je suis prof de copywriting, dis bah là, je vais t'enseigner ce que j'appelle le psychowriting. Psychowriting, c'est quoi? Bah, c'est le copywriting qui utilise la psychologie humaine pour convaincre. Ça donne un côté un peu un ingrédient secret, tu vois, il y a un peu un truc très, quelque chose de savoureux et d'unique en fait dans ce message. Quatrième problème du problème de conversion, c'est clairement, et ça je pense qu'en fait je pourrais le mettre en premier, c'est simplement qu'il n'y a pas assez de lancement, pas assez de campagnes, pas assez d'offres proposées. C'est con, c'est simple, c'est comme tous les fondamentaux en fait, c'est comme la fréquence de publication sur les réseaux sociaux qui est le problème numéro un dans l'acquisition. Bah, en fait, simplement, là, pas assez de lancement, pas assez de campagnes, pas assez de volume, c'est la raison numéro une, quoi. Problème numéro 5, friction dans le parcours d'achat. Bah voilà, simplifier le parcours d'achat. Est-ce qu'il y a un seul bouton? Est-ce qu'il y a une seule offre? Ne faites pas 36 000 offres. Ne faites pas 3 propositions différentes. Faites une seule offre, un seul CTA possible. Si vous faites du high ticket et que vous faites du closing, bah voilà, un des goulots, ça peut simplement être mauvais suivi. Ça, c'est hyper fréquent. C'est juste, vous ne faites pas de suivi, vous faites un mauvais suivi de vos leads, alors que c'est des gens qui pourraient acheter chez vous. Vous avez passé un premier appel avec la personne, il n'a pas acheté. Pourquoi pas le relancer 2 mois plus tard pour essayer de voir s'il est prêt à acheter à ce moment-là. Alors, quel KPI regardez pour voir si vous avez un problème de conversion? Eh bien, les KPI macro, c'est simplement le taux de conversion sur vos lancements, sur vos campagnes, et le average order value, donc le panier moyen sur vos lancements, sur vos campagnes. Par exemple, vous faites moi, j'ai un funnel petit produit que je vends à 7 euros. Derrière ce petit produit, c'est juste un produit d'appel. Après, il y a un upsell à, il me semble, 47 et un deuxième upsell à 97. Plus un bump à 30 euros. Ce qui fait que le panier moyen de ce funnel est 17 euros au lieu de 7 euros. Donc, je suis passé de 7 euros à 17 euros grâce à cette technique d'upsell. Donc, en fait, si vous avez un problème de conversion, pas nécessairement parce que vous avez un mauvais taux de conversion. Par exemple, vous pouvez augmenter
simplement le panier moyen de votre campagne en faisant une technique d'upsell, voilà, pour augmenter simplement votre conversion globale. Alors, KPI micro, c'est simplement regarder les contenus de vente. Donc, en termes de goulot d'étranglement, en termes de conversion, ben, tous les éléments qu'on va avoir au niveau de la conversion, ça va être les webinars, les séquences de vente, les séquences de rappel, la page de vente, la conférence en live, ça peut être aussi une séquence de lancement, je l'ai sûrement déjà dit. Ça peut être le séminaire, si vous faites un séminaire et que pendant le séminaire vous faites une vente, vous faites un upsell sur un accompagnement plus poussé, et ben voilà, le séminaire c'est le contenu de vente. Et donc vous devez regarder si le watch time, la consommation de votre contenu de vente, il est bon. Ça c'est évidemment du coup pour voir si votre contenu de vente, où se trouve exactement le contenu, le goulot d'étranglement. J'ai un copywriter que j'accompagne en ce moment qui vient d'avoir un appel de vente avec un client un prospect, et qui a posé des questions sur tout le tunnel de vente, et il s'est rendu compte en posant les questions, que le client avait un problème de conversion sur le funnel, sur le webinar. Et en fait, vous allez pouvoir poser la question, par exemple, ce qu'il a par exemple pas fait, c'est la discussion qu'on a eue ensemble hier, qu'il aurait pu demander la différence entre le le watch time du webinar et, et la conversion. En fait, il n'a pas demandé ni la conversion sur le webinar, ni le watch time du webinar. Ce qui aurait pu aider drastiquement le copywriter à savoir si en fait il y a un problème dans la structure, dans le contenu du webinar. Est-ce que c'est vraiment un problème de copywriting du webinar? Ou est-ce que c'est un problème d'offre à la fin? Est-ce que mon offre, elle est bonne ou pas? Si le watch time, il est très bon et que le taux de conversion, il est mauvais, c'est qu'il y a un problème d'offre. Si le watch time, si le taux de conversion, il n'est pas bon et que le watch time, il n'est pas bon, c'est qu'en réalité, le problème, il vient dans la structure du webinar, dans le copywriting du webinar. Voilà pourquoi c'est intéressant de creuser au niveau du watch time. Ouverture des emails et taux de clic, bien évidemment, pour analyser une séquence d'emails, une séquence de lancement, et le taux de conversion des produits et du taux de conversion des upsells pour analyser la vente des upsells, voir à quel niveau se joue le goulot. Voilà, c'est tout pour le chapitre numéro 7, les goulots de conversion. On va faire maintenant du coup le chapitre numéro 8, les goulots de rétention, le dernier type de goulot d'étranglement. Le chapitre numéro 8, les goulots de rétention. Donc maintenant qu'on a bien fait optimiser notre conversion, on va voir comment augmenter la rétention. Typiquement la rétention, moi je me suis rendu compte à quel point ça pouvait être puissant dans les business qui fonctionnent déjà, qui ont déjà pas mal de clients de formation. Par exemple, il y a une tendance très commune, très, très connue dans le monde de la formation en ligne, c'est la méthode des petits produits, popularisée par Antoine BM. Et donc, il y a pas mal de formateurs qui font des lancements, des produits qui vendent à 100, à 200, 300, 400, 500 euros. Et en fait, ce qui fait que du coup, le résultat, c'est qu'il y a ces formateurs-là, ils ont beaucoup de clients, mais ils doivent chaque fois recréer des nouveaux produits, et être constamment pertinents pour ces clients, que bah, c'est énormément d'efforts pour finalement des lancements, des produits qui sont entre 200 et 300 euros. Donc le ROI, bah, il peut être très intéressant, il peut être de plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais ça reste quand même relativement limité comme terme de potentiel de croissance pour ce genre de produit-là. C'est ce qui s'est passé avec mon partenaire Elliot Meunier. Au début, j'étais chargé de faire des tunnels de vente sur ces produits de formation, donc mid-ticket, donc entre 200 et 500, 600 euros. Donc, on a fait le lancement de Atomic Timing, de Atomic Notes, de Atomic Knowledge, de Atomic Offers, de Atomic Funnels, de Atomic Courses, de Atomic Design, de Atomic Community. Et ensuite, j'étais chargé de mettre ces tunnels de vente en automatique, en evergreen, par des publicités. Et au final, je devais m'occuper de faire tout, d'éteindre tous les feux en même temps. J'étais dispersé entre 7 funnels différents, je fais plein de trucs en même temps. Et en fait, les funnels commençaient à s'écrouler petit à petit. Et ça devenait complètement catastrophique. En fait, on entrait dans le rouge pour quasi tous les funnels au bout d'un moment. Et alors, on s'est arrêté et on s'est posé ensemble et on a dit, bon, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Parce que quels sont nos actifs pour l'instant? Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait déjà une base client de plus de 6000 clients dans la marque Atomic. Et on s'est dit, pourquoi pas
pourquoi ne pas faire effet levier sur cette base de clients? Pourquoi ne pas proposer un produit pour aller plus loin pour ceux qui veulent parmi notre listing existant de clients au lieu de se concentrer sur des tunnels d'acquisition qui sont extrêmement, qui demandent pas mal d'efforts à entretenir et qui sont pas si évidents que ça à garder dans le vert. Donc, Elliot avec Charlie, son associé, se sont lancés dans la création d'un incubateur, l'incubateur Atomic Incubator, pour accompagner les entrepreneurs à créer un business aligné avec leurs valeurs. Euh, voilà, faire vivre leur créativité. C'était un peu ça la grande idée de cet incubateur. Et on vendait du coup cet incubateur à 5 000 euros. L'accompagnement, c'était 5 000 euros pour 6 mois. Et donc, en fait, simplement en faisant ce goulot, en arrêtant de s'occuper des tunnels de vente d'acquisition et en se concentrant sur un produit d'accompagnement plus high ticket, eh bien, on est passé de 20 000 euros par mois à 80 000 euros par mois en quelques semaines et de façon consistante, même avec des pics à 100 000 euros par mois, simplement parce qu'en fait, on pouvait upsell tous nos clients, les clients déjà existants, vers notre accompagnement et les nouveaux clients qu'on allait avoir, parce qu'en parallèle, on a fait un tunnel de petits produits, donc un tunnel d'acquisition, qu'on upsell tous ces gens-là vers un accompagnement. On essayait d'upseller ces gens-là vers un accompagnement high ticket. Ce qui fait que du coup, en fait, on a fait x4 sur le chiffre d'affaires du business en quelques semaines. Simplement, c'est pas simple parce qu'en fait, voilà, il fallait créer une offre high ticket, mais en créant une offre high ticket, et on a fait x4 sur le business, qui est quand même assez intéressant. D'où l'intérêt de se concentrer sur la rétention quand il s'agit quand on a un listing de clients qui est déjà assez conséquent et que on voudrait augmenter le panier moyen, non, augmenter pardon la valeur par client, la lifetime value par client. Alors, concrètement, quels sont les 4 types de goulots de rétention? Si vous en voyez d'autres, comme à chaque fois, dites-le moi en commentaire. Pour moi, c'est ceux qui me paraissent les plus gros. Maintenant, s'il y en a que je n'ai pas vu, au plaisir. Numéro 1, produit ne correspond pas aux attentes. Alors ça, c'est un truc, on ne se rend pas nécessairement compte, mais donc les petits produits, les premiers produits que les gens vont acheter. Donc, par exemple, votre formation mid-ticket, par exemple, Antoine BM, il favorise beaucoup la création de petits produits très très rapides. C'est cool parce que ça permet au créateur de passer vite à l'action, de tester rapidement son offre. Le problème, c'est que ça peut avoir une conséquence long terme indésirable qui est que la confiance envers ces produits devient de moins en moins grande. Parce qu'en fait, on se rend compte que l'offre, le produit n'est pas nécessairement bien travaillé, que l'expérience n'est pas nécessairement incroyable et que, in fine, on n'est pas nécessairement la rétention. Je dis pas que c'est le cas pour Antoine du tout. Moi, j'aime bien ses formations, mais certains formateurs peuvent avoir ce problème-là, parce qu'en fait, du coup, l'expérience client est pas bonne, ce qui fait que la rétention, on n'a plus envie de racheter un produit où l'expérience n'est pas bonne. Pensez McDonald's. McDonald's, leur expérience client est excellente. L'objectif de McDonald's, c'est avoir de la nourriture très calorique en très très peu de temps. Tu rentres dans McDonald's, le premier truc que tu peux faire, c'est commander ton menu, tac tac tac, en 2 secondes c'est fait, tu attends 5 minutes et hop, tu l'as. C'est hyper rapide, gratification instantanée. Et en plus, la nourriture, elle est conçue, elle est designée, la nourriture est designée pour te procurer de la satisfaction. Vous vous rendez pas compte à quel point la nourriture est construite, elle est conçue, food design, pour apporter de la gratification aux mangeurs. Et c'est cette gratification-là extrêmement instantanée et cette bonne expérience client qui fait que les gens viennent et reviennent au McDonald's. C'est ça la rétention client, ça se joue sur la première expérience client. Donc, conseil pour tous les entrepreneurs du web, travaillez votre première expérience client. Travaillez votre premier produit. Si vous avez un petit produit, travaillez ce petit produit. Si vous avez des formations mid-ticket, travaillez ces premières formations mid-ticket. Parce qu'ensuite, ça peut être ces clients-là, mid-ticket, sont des excellents leads pour devenir des clients high-ticket. Alors, manque d'engagement post-achat. Une fois qu'ils ont acheté, vous n'avez pas spécialement de stratégie pour upsell les gens. Vous n'avez pas spécialement
de conversation avec voilà, upsell et montée en gamme. On n'a pas spécialement de nouvelles offres pour ces gens-là. Stratégie manque d'engagement post-achat, ça pourrait être aussi simplement une absence de relation continue et de suivi client avec vos clients. Euh, voilà, il y a un peu ce mythe autour du côté entrepreneur complètement qui décorrèle complètement ses revenus de son temps. Je vais faire des ventes de formation en automatique, je ne vais jamais devoir à m'occuper de mes clients de formation. Alors que, en fait, vous pourriez très bien bénéficier. C'est beaucoup plus dur d'acquérir un client que de revendre un produit à un client. Donc, vous pourrez très bien bénéficier de faire du suivi client. Parce qu'en fait, suivi client, ça permet non seulement d'améliorer, d'avoir du feedback, d'améliorer votre expérience client, et en plus de créer de la relation, et en troisième point, du coup, de lui proposer une nouvelle offre. Alors, quels sont les KPI qui montrent un problème de rétention? Ben, clairement, là, c'est la LTV, la Lifetime Value. C'est un truc qu'on ne mesure pas souvent dans les business du web. Dans les plus gros business, on les mesure parce que c'est clairement super important. Un truc que je vous conseille radicalement, c'est de mesurer cette Lifetime Value. Prenez le temps de par client, prenez le listing de tous vos clients et prenez tout le chiffre d'affaires que vous avez généré avec ces clients-là et vous divisez par le nombre de clients que vous avez. Et ça vous donne la LTV, donc la Lifetime Value par client. Le but, évidemment, c'est d'augmenter la LTV. Pour rappel, le but, c'est d'augmenter le throughput. Et dans le throughput, c'est le nombre de clients multiplié par la LTV, moins les coûts variables, divisé par une unité de temps. Donc, au plus vous augmentez la LTV, au plus vous augmentez le throughput. Quels sont les micro-stats, micro-KPI que vous pouvez regarder du coup pour comprendre où se situe exactement le goulot d'étranglement? Eh ben, sur l'activité de la newsletter, le contenu après achat, est-ce qu'il continue de s'engager avec votre marque après l'achat? Est-ce qu'il y a un taux de conversion upsell? C'est quoi le taux de réachat? Ici, taux de réachat, à quel point est-ce que si c'est au-dessus de 30, c'est que c'est un bon, c'est bien. Si c'est au-dessus de 30%, c'est bien. Si c'est en dessous de 30, c'est qu'il y a un problème. Durée moyenne avant un nouvel achat, ça peut être aussi intéressant de mesurer ça pour voir à quel point, jusqu'à quand est-ce qu'il rachète. Nombre d'interactions clients sur les canaux de communication, enquête de satisfaction client. Voilà, ça c'est des mesures métriques si vous voulez mesurer des choses plus spécifiques à votre business, à vous. Mais clairement, sans rentrer dans les détails de ça, parce que c'est des mesures qui sont un peu plus complexes à mettre en place. Si vous commencez simplement par la LTV, c'est déjà un très très bon point parce que vous allez pouvoir mesurer l'évolution de votre LTV mois après mois et donc année après année. Faites ce calcul du coup tous les mois parce que l'intérêt c'est de voir si vous arrivez à augmenter cette LTV. C'est ça l'intérêt, c'est pas de mesurer la LTV à un instant T, c'est de mesurer l'augmentation de la LTV parce que le but c'est d'augmenter le throughput et on augmente le throughput en augmentant la LTV. Voilà, je m'emballe un peu. Voilà pour les KPI qui montrent un problème de rétention. Donc c'est tout pour le chapitre numéro 8. On va passer maintenant du coup au chapitre 9, l'arbre de décision pour identifier le bon goulot d'étranglement. C'est là le but final de notre process de la pensée systémique. Chapitre 9, l'arbre de décision pour identifier le bon goulot d'étranglement. On arrive à la partie juteuse de notre formation, c'est donc d'identifier ce fameux goulot d'étranglement. Si vous avez bien fait votre travail et que vous avez bien identifié votre goulot d'étranglement, en fait, le gros du travail est fait. Comme disait Einstein, si j'avais 10 heures pour couper un arbre, je passerais 9h30 à limer la scie limer la lame de ma scie. Je ne sais pas si c'est Einstein qui l'a dit, mais en tout cas, j'aime bien l'idée qui est qu'en fait, mais qu'en fait, il vaut mieux comprendre le problème plutôt que de passer du temps à vite résoudre le problème sans avoir bien compris le problème. Voilà pourquoi c'est si important de bien identifier le goulot d'étranglement. Et si vous faites bien votre travail, vous avez bien identifié votre goulot d'étranglement, c'est relativement facile de le lever. Et quand vous l'avez levé, la croissance arrive. Et ça, c'est quand même magnifique de faire croître un business. Alors moi, j'adore le jeu du business. C'est super excitant de faire grossir un business. Alors, niveau 1, détection des symptômes. Niveau 2, on va dénicher, une fois qu'on a identifié où se trouve le goulot d'étranglement dans les grandes lignes, dans les 4 fondamentaux du business, on va creuser pour dénicher la racine du problème.
Et niveau 3, on va faire des tests avec des hypothèses. On va émettre des hypothèses et émettre et faire des tests pour voir comment lever ce goulot d'étranglement. Niveau 1, détection des symptômes. Eh bien, là, c'est ce qu'on a fait durant les derniers chapitres. On va voir à quel niveau se joue, à quel niveau y a-t-il de la friction dans notre business. Est-ce qu'il y a assez de leads qualifiés? Est-ce que c'est un problème d'acquisition? Est-ce que les prospects n'achètent pas car ils ne me perçoivent pas comme crédible? Est-ce qu'ils achètent? Est-ce qu'ils me perçoivent comme crédible? Est-ce qu'ils ont confiance? Est-ce qu'ils achètent? Est-ce qu'ils achètent, simplement? C'est problème de conversion. Est-ce que les clients rachètent une fois qu'ils ont acheté une première fois? Ça, c'est un problème de rétention. Et donc, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder d'un point de vue macro, on va regarder, comme je disais, les stats, les KPI macro pour chacune des étapes pour voir à quel niveau se joue le goulot d'étranglement probablement. Pour l'acquisition, vous allez regarder votre nombre de leads et votre CPL. Pour la confiance, vous allez regarder l'engagement des réseaux sociaux et la conversion. Vous allez surtout regarder la conversion, parce que ça va se jouer en termes de conversion. Et pour la conversion, vous allez regarder votre taux de conversion, simplement, et votre taux de upsell. Et dans la rétention, vous allez regarder la KPI de la LTV, la Lifetime Value. Voilà, et une fois que vous avez identifié à quel niveau se joue le goulot d'étranglement, est-ce que c'est plutôt au niveau de l'acquisition, de la confiance, de la conversion ou de la rétention, eh bien vous allez pouvoir creuser pour comprendre la racine du problème. Parce que on ne lève pas un bon goulot d'étranglement tant qu'on n'a pas identifié la racine du problème. Bien entendu, vous allez regarder les différentes sous-métriques, comme on l'a fait dans les différents chapitres. Dans chaque goulot d'étranglement, il y a des KPI macro et il y a des KPI micro. Une fois que vous avez identifié que le goulot d'étranglement se joue à tel niveau, au niveau de la rétention par exemple, parce que vous avez vu que la LTV n'était pas bonne, eh bien vous allez maintenant regarder dans les différentes KPI micro pour voir à quel niveau se joue exactement le goulot d'étranglement. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien vous allez enfin vous poser la question, est-ce que mon goulot d'étranglement il est objectif? Est-ce que c'est quelque chose de purement objectif, c'est-à-dire est-ce que c'est purement la page de vente qui n'est pas bien copyrightée? Est-ce que c'est purement l'offre qui n'est pas bien faite? Est-ce que c'est juste le closing, les closers qui pourraient améliorer leur technique? Est-ce que c'est juste le contenu qui n'est pas bon? Est-ce que c'est juste qu'on n'a pas assez de contenu? Est-ce que c'est juste quelque chose de physique en fait? Est-ce que c'est quelque chose de physique externe aux personnes de l'entreprise? Si c'est le cas, alors voilà, vous savez que c'est d'un point de vue, c'est relativement simple à créer parce que vous devez du coup juste solutionner le problème avec une nouvelle page de vente, une nouvelle offre, plus de contenu, des process pour créer plus de contenu. Par contre, si c'est subjectif, eh bien là, on rentre dans des problèmes qui sont plus subtils à détecter. Le goulot est subjectif si les décisions ne sont pas compatibles avec un entrepreneur en particulier. Si par exemple vous proposez une solution qui marche très bien avec d'autres business, mais qu'en fait cet entrepreneur-là, il se dit non, moi ça m'intéresse pas, non, j'aime pas ça, voilà, ça c'est quelque chose qui est plus un problème subjectif. Les décisions sont freinées par une peur, un biais cognitif ou une croyance limitante. Les chiffres ne montrent pas un blocage clair, mais l'action est absente ou incohérente. Donc il n'y a clairement pas de blocage en termes de chiffres, mais c'est juste que l'action elle n'est pas cohérente. On évite de faire certaines choses. Typiquement, les entrepreneurs au début, ils évitent de faire de la prospection, ils évitent de faire des calls de vente, puisque c'est la confrontation. Il y a de l'ego qui est investi en soi, et donc émotionnellement c'est compliqué. C'est clairement un problème subjectif. Test rapide. Faites le test si quelqu'un vous forçait à exécuter une certaine méthode, par exemple à faire de la prospection intensive pendant un mois. Est-ce que vous auriez toujours le même problème? Est-ce que vous auriez toujours un problème de client? Est-ce que vous auriez toujours un problème d'acquisition? Si c'est probable que vous ayez toujours le problème, c'est que le problème n'est pas un problème subjectif. C'est un problème de stratégie. C'est un problème que en fait, la prospection ne fonctionne pas ou que votre offre n'est pas bien faite. Voilà. Si en revanche vous n'avez plus le problème, c'est qu'en fait le goulot est subjectif. C'est que vous avez simplement un blocage mental parce qu'en fait le fait de vous forcer à le faire, ça résout le problème. Donc vous avez un problème, un blocage mental, une peur, un manque de clarté ou un manque de compétence quelque part. Une autre façon de poser la question, c'est est-ce que le problème serait toujours là si quelqu'un d'autre le faisait à ma place? S'il n'est plus là, si quelqu'un d'autre le fait à ma place, c'est qu'il y a un problème subjectif. S'il est toujours là, c'est qu'il y a un problème structurel, c'est qu'il y a un problème physique, objectif. Par exemple, pour le cas de l'acquisition faible, vous n'avez pas assez de leads qualifiés. Quelques exemples de leviers objectifs. Ai-je testé plusieurs canaux d'acquisition? Ai-je des chiffres clairs sur mes coûts d'acquisition et mes taux de conversion? Pas de conversion, mais juste mes taux d'acquisition. De conversion capture éventuellement. Ouais.
Mon audience cible est-elle bien définie et présente sur les canaux que j'utilise? Ai-je un problème de ressources? Les leviers subjectifs. Ai-je peur d'investir dans l'acquisition payante? Ai-je des croyances limitantes sur la publicité ou la prospection? Je ne veux pas être intrusif. Ai-je une barrière psychologique à faire du contenu visible pour tous, à me montrer sur les réseaux sociaux? Ai-je un problème de méthode, de connaissance, de compétences? Pour la confiance, voici des leviers objectifs. Ai-je un lead magnet fort qui démontre ma valeur? Ai-je des témoignages, des études de cas? Ai-je une séquence email, un contenu régulier pour rester top of mind? Levier subjectif, ai-je du mal à parler de mes résultats? Ai-je une peur inconsciente d'être perçu comme trop vendeur? Suis-je trop perfectionniste dans mon contenu au point de ne poster quasi jamais de contenu? C'est un exemple que j'avais beaucoup moi. Exemple, cas numéro 3. Bonne confiance mais peu d'achats. Conversion faible. Levier objectif. Ai-je une offre claire et irrésistible? Est-ce que mon pricing est bien positionné? Est-ce que j'ai testé différents formats de conversion, VSL, webinar, call? Est-ce que j'ai testé? Est-ce que concrètement j'ai testé? Est-ce que je suis pas juste obnubilé par mon système du webinar parce que je l'ai fait il y a 3 ans, ça marchait super bien, mais est-ce qu'aujourd'hui ça marche plus trop bien? Ai-je bien travaillé mon copywriting? Levier interne, ai-je peur de vendre et d'insister sur mon offre? Suis-je gêné à l'idée de demander beaucoup d'argent à mes prospects? Ça, c'est typiquement dans les ventes à étiquette, c'est clairement des gens qui ont beaucoup de résistance à demander des 3, 4, 5 000, 10 000 euros pour des missions ou des prestations ou des coachings. Ai-je tendance à trop éduquer sans jamais proposer d'action claire? Voilà, beaucoup de contenu mais pas assez d'offres. Cas numéro 4, les clients n'achètent qu'une fois et ne reviennent pas. Donc il y a un problème de rétention. Voici quelques leviers externes. Mon produit délivre-t-il des résultats clairs et visibles? C'est l'expérience client. Est-ce que mon produit délivre des résultats? Simplement, c'est la base du business, c'est de livrer un résultat. Ai-je un système pour recontacter mes clients? Email, upsell, communauté. Y a-t-il une montée en gamme logique? Offre high ticket que vous pouvez mettre en place. Levier interne, ai-je tendance à vouloir toujours chercher des nouveaux clients plutôt que de maximiser la valeur des clients existants? Peut-être qu'il y a un peu un problème de friction, de relation. Peut-être que vous n'êtes pas totalement confiant dans votre produit et donc vous avez un peu honte de parler à vos clients existants. Ça peut arriver. Euh, Suis-je convaincu que mes clients vont racheter ou ai-je un doute sur la valeur de mes produits? Voilà, très bonne question à poser. Donc voilà quelques exemples de leviers objectifs, subjectifs. Pour rappel, un levier subjectif est souvent la racine d'un problème objectif. C'est trop fréquent de tomber dans le piège du problème objectif en se disant que c'est juste un problème de, euh, de copywriting, alors qu'en réalité, vous avez un problème beaucoup plus structurel que vous n'avez pas une assez bonne culture d'entreprise de générosité. Par exemple, vous n'êtes pas assez dans cette démarche de partager du contenu gratuitement. Et du coup, en fait, vous êtes dans cette espèce d'optimisation marketing de toujours tout vouloir facturer cher, enfin toujours tout vouloir faire payer, ce qui vous bloque en fait dans votre croissance. Ok, maintenant que vous avez identifié votre goulot d'étranglement et que vous avez compris, vous avez déniché la racine du problème, eh bien maintenant vous allez pouvoir passer au niveau 3, faire les tests pour lever le goulot d'étranglement. Et c'est ce que nous allons voir dans le chapitre numéro 10. Test pour lever le goulot. Et voilà, nous sommes au chapitre 10, le dernier chapitre, le test pour lever le goulot d'étranglement. Donc jusqu'à présent, vous avez identifié à quel niveau se situait le goulot d'étranglement, si c'était un problème d'acquisition, de confiance, de conversion ou de rétention. Et ensuite, vous avez été creusé dans les micro KPI pour comprendre l'origine du problème et vous avez fait la différence entre est-ce que c'est un goulot objectif ou un goulot subjectif. Et donc maintenant, le but, c'est d'émettre des hypothèses, de mettre en place des actions et de mesurer l'impact de ces actions. Et on va mesurer par rapport à quoi? Bien entendu, nous allons mesurer par rapport à notre but global de notre système, c'est le throughput. Pour rappel, le throughput, c'est le nombre de clients fois leur lifetime value, moins les coûts variables, donc le coût par client, sur une unité de temps. Alors, nous allons faire dans l'étape numéro 1, identifier le bon goulot. C'est ce que nous avons fait dans le chapitre numéro 9. Ensuite, nous allons faire des hypothèses de solutions. Nous allons émettre 3-4 hypothèses de solutions pour lever le goulot d'étranglement. Typiquement, si vous avez un problème d'offre, vous allez émettre une hypothèse. Ok, qu'est-ce qui pose problème dans l'offre? Est-ce que c'est le positionnement? Est-ce qu'il faut rajouter un bonus? Est-ce qu'il faudrait clarifier le message? Est-ce qu'il faudrait
qu'on ajoute quelque chose une composante en présentiel dans notre offre de formation, mettons, est-ce qu'il faudrait qu'on ajoute du coaching? Est-ce que si on ajoute du coaching, toutes choses étant égales par ailleurs, est-ce que ça augmente notre throughput? Ça, ce sont des petites micro-expériences qui peuvent être vraiment intéressantes parce que c'est ça qui pourrait débloquer de la croissance sans se poser de la question. En fait, un piège dans le business en général, c'est de penser qu'il y a un gros problème. Donc, c'est déjà de mal identifier le problème, mais une fois que c'est bien identifié, on a tendance à vouloir refaire l'entièreté d'une composante. Par exemple, il y a un tunnel de vente qui convertit pas bien. Au lieu d'optimiser la conversion, optimiser le copywriting, optimiser l'offre dans le tunnel de vente, eh bien, on va relancer un nouveau tunnel de vente au lieu de faire une petite optimisation qui est quand même beaucoup plus efficiente pour notre système. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir une mentalité de test et de mesure. On va tester, on va d'abord émettre des hypothèses, ensuite on va voter sur quelle hypothèse est la plus crédible, parce que parfois c'est plus intéressant de juste, au lieu de tester tout, parce que ça coûte cher de tester, eh bien on peut réfléchir, hein. Nous, en tant que bons humains intelligents, on peut émettre des hypothèses et on va voter ensuite, si vous êtes plusieurs dans l'entreprise, voter sur quelle est la meilleure hypothèse, la plus crédible, et en tout cas celle qui peut avoir le plus gros retour sur investissement rapide, parmi les plusieurs hypothèses que vous avez émises. Votez pour une hypothèse et ensuite appliquez l'hypothèse, faites un test sur cette hypothèse. Donc une fois que vous avez voté sur la meilleure hypothèse parmi les 3, 4, 5, 6, 10 hypothèses, vous allez mettre en place une expérience pour tester cette hypothèse. Par exemple, vous pourriez avoir un problème de confiance, que vous faites beaucoup de publicité, vous faites du direct marketing avec des tunnels de vente, vous faites de l'acquisition par publicité. Et en fait, ça fait longtemps que vous êtes sur ce format de publicité, et que petit à petit, les ventes commencent à s'essouffler. L'hypothèse, c'est en fait, est-ce que créer du contenu dans notre domaine, par exemple, vous êtes un e-commerce, vous vous demandez si créer du contenu, c'est vraiment intéressant dans le domaine du e-commerce. Vous allez créer du contenu, vous allez voir si c'est un impact positif sur le throughput. L'hypothèse, donc vous allez créer du contenu, peut avoir un impact positif sur le throughput. Vous allez vérifier si c'est faux ou si c'est vrai. Comment est-ce qu'on va faire ça? Le problème, c'est que vous n'avez pas nécessairement de contenu d'audience. Vous n'avez pas de chaîne YouTube, vous n'avez pas de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, mais vous ne voulez pas perdre non plus des années à créer du contenu pour voir si ça fonctionne. Donc, ce que vous allez faire, c'est vous allez créer une expérience très rapide, par exemple de 14 jours, et vous allez mesurer dans les 14 jours s'il y a un impact positif sur le throughput. S'il y a des premiers signaux positifs, vous pouvez étendre votre donnée de test. Et si au bout des 14 jours, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de test positif, vous pouvez dire que ce n'est pas nécessairement concluant comme expérience. Donc, ce que vous allez faire, c'est au lieu de créer vous-même un ensemble de médias sur les différentes plateformes de réseaux sociaux, vous allez emprunter l'audience de quelqu'un d'autre pour aller beaucoup plus vite. Vous allez créer un partenariat avec un autre YouTuber, par exemple, et vous allez faire une vidéo collaborative ensemble où vous payez éventuellement le YouTuber pour qu'à la fin, il autorise à promouvoir votre produit. Et ensuite, vous allez mesurer les résultats de ce test en deux catégories distinctes. Vous allez bien segmenter les gens qui viennent de la vidéo YouTube et vous allez mesurer leur lifetime value sur ce segment qui vient de cette vidéo YouTube. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous allez mesurer le throughput sur les gens qui viennent de cette vidéo YouTube et comparer ce throughput aux gens qui viennent de votre publicité sans la vidéo YouTube. Et c'est là que vous allez pouvoir infirmer ou affirmer l'hypothèse que vous êtes en train de tester. Vous allez mesurer un résultat segmenté pour vérifier si en effet avec ou sans votre élément d'hypothèse, ça augmente le throughput ou pas. Voilà, c'est tout pour ce chapitre 10. Faites des tests pour lever le goulot d'étranglement. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez que je vous aide à identifier le goulot d'étranglement dans votre business, vous pouvez cliquer sur un des liens dans la description pour prendre un call de 30 minutes. On fera un diagnostic ensemble sur votre business. C'est 100% gratuit, c'est pour le plaisir. Bien entendu, après, je vous proposerai de rejoindre mon accompagnement si je vois que c'est pertinent. Je ne prends pas les gens auxquels je ne pense pas que je peux les aider. Merci et à bientôt. Ciao.